Merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale. Bienvenue au débat question d'actualité. Nous allons parler dans ce numéro l'ONG Action contre la faim qui coordonne depuis janvier 2021 la mise en œuvre du programme appelé Right to Grow au Mali, financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Et depuis mars 2021, il y a également le projet de lutte intégrée contre la malnutrition chronique au Mali, financé par Affaires mondiales Canada. Le premier projet est réalisé en consortium avec World Vision pour la période 2021-2025, tandis que le second est mis en œuvre en collaboration avec Amadecom et Cofersa pour la période 2021-2026. Certes, au cours des dernières décennies, de grands progrès ont été réalisés pour réduire toutes les formes de dénutrition chez les enfants de moins de 5 ans, mais des efforts restent encore à faire, car dans notre pays, la malnutrition chronique reste un enjeu majeur. Selon la sixième enquête démographique et de santé au Mali, un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Concernant l'enquête du Fonds national de gérontologie en 2019, 20% des femmes enceintes et allaitantes ont une diversité alimentaire insuffisante. Avec les spécialistes du domaine, nous aborderons plusieurs sujets concernant l'épineuse question de la qualité nutritionnelle. C'est d'ailleurs le but de ce débat initié par Action contre la faim en vue d'attirer l'attention des décideurs sur les défis pour assurer une bonne nutrition pour le bien-être de nos communautés. Nos invités en plateau sont professeur Akori Aga Iknan, il est le président du réseau malien de nutrition Rema Nout. Bonsoir professeur. Oui, bonsoir. Docteur Djibril Bagayugo, chef de la cellule de coordination de la nutrition. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et docteur Amadou Tila Kebe, coordinateur adjoint santé et nutrition à l'ONG Action contre la faim. Bonsoir docteur Kebe. Bonsoir. Merci d'être venu. D'abord, nous allons voir l'état de lieu avec docteur Bagayugo, le chef de la cellule de coordination de la nutrition. Elle est comment la situation de la nutrition au Mali? Merci encore, M. Tina. J'aimerais vous remercier pour ce débat très important. Parce que le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé, qui a le leadership pour l'approche multisectorielle, nous permet de discuter de manière très forte cette question de nutrition. Et ça fait partie des bases de l'existence. Parce que la nutrition touche plusieurs domaines. C'est ce qui fait que je vais vous dire que les personnes qui bénéficient d'une alimentation adéquate, d'un bon état de santé, d'une éducation appropriée, adéquate, d'une épargne et des moyens d'existence alternatifs, ainsi que des filets de sécurité lorsque les crises arrivent. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs crises qui vont arriver, que ce soit les crises sanitaires, les crises climatiques, sont ceux qui peuvent résister à ces chocs climatiques et à des crises alimentaires et nutritionnelles, voire économiques. Cela veut dire que quand quelqu'un n'a pas une bonne nutrition, en face à des crises, c'est cette personne qui sera le plus fragile à tomber. De ce fait, la nutrition, de fait, la situation nutritionnelle au Mali est, malgré tous les efforts, elle est en dents de scie. Mais cette année, il y a un cas qui est vraiment très très alarmant, c'est que la diversité alimentaire qui présage de l'augmentation des retards de croissance, je ne dis pas que ça va le faire, est à 4,2%. Et jusqu'à présent, on ne parle pas à descendre au-dessus de 10% de malnutrition chronique. On est à peu près à 21,9% de malnutrition chronique. Mais surtout, c'est une femme sur deux à Bamako qui est en surpoids. Ce qui veut dire que, sans compter que plus de 8 enfants sur 10 sont anémiés et 6 femmes sur 10. Voici les faciès. Et je pense que vous allez nous aider à mieux discuter cette question. Alors, docteur Bagayugo, c'est quoi d'ailleurs la malnutrition? La nutrition d'abord, c'est une question d'équité. Tu prends un enfant de moins de 0 à 6 ans, il n'a besoin que de lait maternel. Mais pourtant, une personne âgée a besoin de plats fragmentés jusqu'à ce qu'il puisse, parce qu'il ne peut pas manger. En fait, il faut que la nutrition soit diversifiée. La nutrition, généralement, quand moi je vais le définir de manière simpliste, c'est la partie qualitative de la sécurité alimentaire. Parce que, comme je vous ai dit, il faut une alimentation diversifiée, une bonne santé, de l'eau, accès à l'eau, hygiène, assainissement, des moyens d'existence. Parce que
90% des Maliens sont liés au marché. Voici des questions qui font que la nutrition devient très complexe pour nous et que je pense qu'il faut qu'on voit en fonction d'équité les personnes âgées qui vont être une proportion très importante, les enfants de moins de 5 ans aussi qui sont une priorité pour que ces deux extrêmes puissent être peut-être demain la priorité pour la nutrition. Merci. D'accord. Alors, docteur Kébé de l'ONG Action contre la faim, à travers les explications du docteur Bagayogo, nous constatons que la situation est loin d'être irréluisante au Mali. Effectivement que la situation est loin d'être reluisante. Il a parlé un peu des aspects de la malnutrition chronique, mais il y a aussi l'urgence sur laquelle Action contre la faim et tous les partenaires humanitaires sont focus actuellement, c'est la malnutrition aiguë, où on a des résultats selon la dernière SMAT qui ne sont pas reluisants du tout, et on a même fait une SMAT rapide sur les zones que nous jugeons, que la communauté humanitaire et l'État du Mali a jugé précaires par rapport à la nutrition, à la sécurité nutritionnelle. Et ça, on a des taux que nous, en tant que jeunes nutritionnistes, on n'a quasiment jamais vu. À Ménaka, par exemple, on a dans les sites de déplacés des taux qui avoisinent les 30%, 26,9%, c'est énorme. Dans les sites de déplacés d'Ansongo, même dans le cercle d'Ansongo, c'est pareil. C'est des taux qui inquiètent, mais qui interpellent aussi. Mais il y a à côté de cela une forte mobilisation de la communauté humanitaire et de l'État du Mali qui essaye d'apporter une réponse à cela. Donc voilà, globalement c'est juste cette partie de la malnutrition aiguë pour compléter un peu le décor posé par mon collègue docteur Bagayogo. Voilà, y a-t-il une différence entre les deux aspects? De manière plus simple, si on veut expliquer, bien sûr il y a le professeur ici, mais de manière plus simple, la malnutrition aiguë c'est toutes ces personnes qui ont un poids insuffisant par rapport à leur taille. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Parce que la personne est maigre ou dans d'autres conditions, il y a d'autres aspects qui peuvent arriver, mais globalement c'est ça, l'émaciation. La personne est maigre parce que soit la personne est malade ou la personne n'a pas les aliments nécessaires dont il a besoin pour se développer. Essentiellement, on voit ça chez les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans, c'est là notre cible ici au Mali. Alors, professeur Akouri Aga Iknan, vous êtes le président du réseau malien de nutrition. C'est votre combat au quotidien. C'est comment la situation au Mali? Merci. Bonsoir ou bonjour selon le cas à tous les téléspectateurs du Mali. Il est extrêmement important. Je pense que le docteur Djibril a déjà peint la situation qui n'est pas vraiment des plus favorables au Mali. On voit que par rapport aux objectifs de développement durable, qui en principe les différents pays doivent les atteindre d'ici 2025 ou au plus tard, c'est les objectifs de l'OMS, ou en 2030, on voit que bien que la situation sur les deux indicateurs clés, c'est-à-dire le retard de croissance ou la malnutrition chronique, comme il est dit, je vais revenir là-dessus, et puis l'émaciation ou la malnutrition aiguë, on n'est pas en train, en tout cas, bien que les courbes sont en train de fléchir, de descendre progressivement, mais en réalité, ces derniers temps, cette situation conjoncturelle fait que, au contraire, la situation est devenue un peu alarmante. Donc, ce qui est important, la malnutrition aiguë, c'est une situation conjoncturelle. Comme il est dit, on est dans une situation de conflit, dans une situation de guerre, qui fait que les populations n'arrivent pas à produire suffisamment pour faire face à leurs besoins. Donc cette malnutrition aiguë n'est autre chose que c'est entrée et sortie. Les aliments dont vous avez besoin pour faire face, non seulement à votre métabolisme basal, ce qui nous permet de respirer, que le cœur fonctionne, ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui à lui seul consomme suffisamment d'énergie, 60 à 70% de l'énergie dont l'organisme a besoin. Le reste, les 30 à 40%, c'est pour nos activités de tous les jours. Donc si l'enfant ne mange pas suffisamment, n'a pas une alimentation en quantité parce qu'une alimentation même, il faut qu'elle soit suffisante, il faut qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit diversifiée et saine. Donc s'il n'a pas ça, forcément, il va commencer à puiser sur ses réserves. Les premières réserves, ce sont les muscles. Donc il va commencer à perdre progressivement ses muscles et finalement, il va être pratiquement le muscle sur la peau. Donc ça, c'est la forme aiguë, mais qui est conjoncturelle. Dès que la situation change, même en 2 ou 3 mois, l'enfant peut retrouver son statut normal. Par contre,
La malnutrition chronique, elle, qui est la plus pernicieuse, qui impacte le développement, c'est celle qui, effectivement, trouve ses origines depuis la voie intra-utérine. C'est-à-dire c'est la femme enceinte, si elle n'est pas bien alimentée, elle n'est pas bien nourrie, alors que ses besoins, lorsqu'elle tombe enceinte, augmentent. Les besoins de la femme enceinte augmentent en termes de besoins en kilocalories, de près de 500 kilocalories par jour pendant toute sa grossesse. Normalement, c'est 150 le premier trimestre, c'est 350 les deux autres. Et donc, il faudrait cet apport-là. Cet apport provient de quoi? De l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'elle doit manger plus, mais elle doit manger mieux. Des aliments riches, des abats, des fibres, parce qu'elle a besoin aussi de compenser les pertes en fer pendant toute la période. Donc, si cette femme n'est pas bien nourrie, l'enfant qui va venir, soit il y aura certainement même mortalité, mort-né. Des enfants, la femme peut faire de fausses couches. Deuxièmement, même si l'enfant naît, il peut avoir un petit poids de naissance, donc c'est un risque pour son développement futur, ou même s'il naît avec un poids acceptable, au-delà de 24 mois, sa situation, il ne va plus grandir comme les autres enfants, et donc c'est pourquoi on les appelle les enfants rabougris. Et une fois que cette malnutrition s'installe, elle devient irréversible. On ne peut plus rien faire. Ça a des conséquences. C'est des conséquences. C'est d'abord au plan scolaire. C'est un enfant qui ne va pas bien suivre les cours. Et au plan même de la productivité économique, ça pose des problèmes. Et donc cet enfant rabougri, et c'est ce qu'on appelle le cycle intergénérationnel de la malnutrition. Si c'est une fille, vous imaginez, lorsqu'elle va se marier et faire des enfants, eh bien, ces enfants vont suivre le même cycle. Donc c'est cette forme qu'il faut combattre, c'est cette forme qui contribue à elle seule pour plus de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans. Donc si on veut lutter contre la mortalité même infanto-juvénile, c'est-à-dire des enfants de moins de 5 ans, il faut qu'on arrive à résoudre les questions de nutrition. Si on ne résout pas les questions de nutrition, notre taux de mortalité restera toujours élevé. Et en particulier la malnutrition chronique, qui est le danger, qui est vraiment elle qui impacte négativement le développement. Alors, on va rester avec vous, professeur. On parle de qualité nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette qualité nutritionnelle et quelle est son importance dans la vie de l'homme? Très bien. La qualité nutritionnelle, il y a deux éléments. On a souvent entendu parler de sécurité alimentaire et de sécurité nutritionnelle. Il est important de faire la part des choses. La nutrition, la qualité nutritionnelle repose sur la qualité nutritive des aliments que vous mangez. Quand vous mangez un aliment, qu'est-ce que ça vous apporte au plan énergétique? Il faut savoir que l'individu a besoin d'énergie, comme j'ai dit, pour maintenir son métabolisme de base. Chez l'homme, c'est de l'ordre de 1278 kilocalories par jour qu'il doit avoir. Ça provient quoi? Des aliments. Et chez la femme, c'est 1318 kilocalories. Ça, c'est uniquement pour maintenir le méthane de base. Ça veut dire quoi? Quand vous dormez, vous respirez, le cœur bat, vous avez la sidation, tout ça, ça dépense de l'énergie et ça, c'est pour prendre ça en compte. Par contre, vous avez besoin de faire le mouvement, de marcher, etc. Ça, c'est le reste. Donc, ces métabolismes de base-là que j'ai dit qui est 60-78%, c'est à travers l'alimentation. Donc, les aliments que vous consommez vont se transformer en énergie. Et donc, cette énergie qui va vous permettre de faire le mouvement. Donc, la sécurité alimentaire, c'est la capacité pour un individu, un ménage, ou une communauté d'avoir accès de façon quantitative à une alimentation, donc en permanence, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous ayez les aliments pendant 6 mois et le reste de l'année, ça ne suffit pas, donc c'est toute l'année, donc c'est pourquoi on dit en permanence, de façon quantitative pour vos besoins. Les besoins vont diffèrent en fonction des gens, et il faut que cette alimentation aussi soit disponible, donc la disponibilité, ça c'est important, et il faut aussi qu'elle soit consommée. Donc tout est un processus. Tout est un processus. Il faut que cet aliment soit sain. C'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Mais pour aboutir à la sécurité nutritionnelle, qui est différente de la valeur nutritionnelle, la valeur nutritionnelle, c'est les aliments consommés. Est-ce qu'ils sont énergétiques? Ce sont surtout les graisses et les lipides qui fournissent beaucoup d'énergie. Suivi par les glucides, qui fournissent pour les graisses 9 kilocalories par jour. Donc si vous consommez 100 grammes d'huile et vous avez 900 kilocalories que ça vous apporte.
Maintenant, les glucides, c'est-à-dire les céréales et autres, ça offre 4 kilocalories, tout comme les protéines. Donc ça, c'est un élément important. Mais pour assurer la sécurité nutritionnelle, quel est l'élément important? C'est comme je dis, quand vous construisez une maison, il y a d'abord la fondation, il y a les piliers, mais après, il va falloir couvrir la maison. Donc si on considère la sécurité alimentaire, c'est la fondation, c'est l'élément clé, sans lequel on ne peut rien faire. Mais au-delà, il faut d'autres éléments. Il faut avoir de l'eau potable, il faut avoir l'hygiène et l'assainissement du milieu. Il faut aussi, effectivement, avoir des soins de santé de qualité disponibles pour tous. Donc, c'est ça la sécurité nutritionnelle. Donc, pour nous, puristes, quand on parle de sécurité nutritionnelle, on ne parle plus de sécurité alimentaire parce qu'elle est déjà supposée acquise. Parce que pour parler d'assainissement, il faut d'abord avoir quelque chose dans le ventre. Ça, c'est évident. Mais il faudrait que ce qui soit dans le ventre aussi soit quelque chose d'énergétiquement apte à vous apporter, faire face à vos besoins énergétiques. Voilà un peu, donc c'est pourquoi au Mali, on parle toujours de c'est vrai qu'on donne la priorité à la sécurité alimentaire, mais elle seule, elle ne peut pas réduire les différents taux dont j'ai parlé. Or, tant qu'on ne réduit pas le taux de malnutrition chronique dans un pays, c'est un pays qui ne peut pas émerger. C'est un pays que le développement, ce n'est pas possible. Tant qu'on ne résout pas les questions de nutrition, le développement est hypothéqué. Merci. Alors, docteur Kébé, notre mode de vie est-il un ennemi des nutriments? Alors, notre mode de vie a forcément un impact sur notre statut nutritionnel actuel, parce que nous sommes dans un pays où on a un fort taux d'urbanisation, on a aussi un changement de mode de vie et de mode d'alimentation, parce que nous quittons peut-être une alimentation traditionnelle pour aller sur une alimentation entre guillemets beaucoup plus moderne ou occidentale, et beaucoup d'entre nous, je donne un exemple, la journée on mange quasiment pas à la maison, c'est plutôt des plats préparés ailleurs que nous mangeons. Tout cela, et puis il y a un autre monde, quand j'ai parlé d'urbanisation croissante, il y a aussi le changement de notre mode de vie par rapport au déplacement. Nous fournissons moins d'efforts, ça c'est déjà un élément important. Donc tous ceci-là ont un impact forcément sur notre statut nutritionnel, parce que nous mangeons beaucoup plus gras maintenant, beaucoup plus sucré, et nous faisons très peu d'activités. Tu vois? Donc ça a un impact certain sur notre statut nutritionnel en tant qu'homme, en tant que femme, voilà, dans toute la société. Pas que les enfants seulement, mais tout le monde. Et ça a un impact aussi sur l'apparition d'un certain nombre de maladies qui sont peut-être notre nouveau fléau. En plus de la malnutrition par insuffisance que nous décrivons, il y a aussi ces maladies non transmissibles, ces maladies chroniques qui apparaissent, notamment le diabète, l'hypertension, qui sont intimement liées à notre mode d'alimentation et notre mode de vie. Alors, nous remarquons aussi que le manque de débat sur la question s'est fait sentir. Alors, ce manque de débat, c'est vrai qu'au Mali, on a plutôt tendance, comme le professeur l'a dit, à mettre en avant la sécurité alimentaire, parce que voilà, pour parler un peu d'assainissement, d'autres éléments qui entrent dans la sécurité nutritionnelle ou qui va faire appel à la qualité des nutriments, où il faut d'abord assurer l'essentiel. Et ça, c'est le combat de tous les jours pour la plupart des Maliens. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant qu'action contre la faim, d'aller sur les deux fronts. Nous avons ces deux aspects-là par rapport à la résilience des communautés face aux crises, mais aussi à mettre en œuvre un certain nombre de politiques pour booster la production de spéculation de qualité à haute valeur nutritive, et faire en sorte que ces produits puissent être utilisés. Parce que le plus important, c'est ça. On peut avoir la disponibilité, mais on peut ne pas les utiliser. Donc faire en sorte que les gens connaissent les produits et puissent les utiliser. Et ça, c'est au niveau communautaire que nous, Action contre la faim, avec la plupart des partenaires du Mali, nous menons le débat pour que ça puisse intégrer un peu notre quotidien. Et ça, c'est un débat très difficile à faire, parce que parler de sécurité nutritionnelle, parler de valeur nutritive d'un certain nombre d'éléments, c'est très difficile, mais avec l'appui des communautés et de l'État que nous appuyons dans ce sens, nous arrivons avec leur appui par rapport au groupe de soutien aux activités de nutrition, nous arrivons à
aller vers ce débat-là, à faire des démonstrations nutritionnelles pour montrer la qualité des aliments, mais ouvrir le débat après avec les femmes enceintes, les femmes allaitantes, avec les communautés, pour que chacun puisse donner son avis et puis comprendre un peu pourquoi nous voulions utiliser telle spéculation, c'est la patate douce à chair orange par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a tel élément dedans. C'est comme ça que nous appréhendons un peu cela, mais il y a quand même un manque de débat crucial par rapport à cette thématique-là dans l'espace public. Alors, on en vient donc, à Dr Bagayogo qui représente l'État. Voilà, donc le manque de débat est pointé du doigt. Vous en êtes conscient? Non, le manque de débat est pointé du doigt, mais surtout le manque de données. Je vais vous dire que l'unique étude qu'on a fait au Mali qui s'appelle Fill the Nutrition Gap, c'est-à-dire que combler le gap de nutrition, nous a montré que 14% des Maliens n'ont pas les ressources pour avoir une alimentation. Cela veut dire que qu'ils sont en besoin de sécurité alimentaire. Mais par contre, 51% des Maliens ne peuvent pas s'offrir une alimentation qualitative. Cela veut dire que quand on prend même en termes de poids, c'est un Malien sur deux qui risque de ne pas être sur le marché de demain parce qu'on a quitté l'économie des muscles pour l'économie des cerveaux. Et de ce fait, ce combat, ce débat qu'on doit faire pour que les mariages mondiaux, je dis bien, vous m'excusez, les mariages mondiaux ne prennent pas toutes nos ressources pour ne pas donner le minimum de nutriments à nos enfants. Parce qu'il a apparu qu'une alimentation nutritive coûte 2 à 3 fois plus cher dans la même étude qui a été conduite par la cellule de coordination de la nutrition, qui montre que pour manger de manière nutritive à Bamako, peut-être en moyenne au Mali, ça fait 1500. Bon, dans les régions du Nord, c'est encore plus. Mais à Bamako, pour se remplir ton ventre, comme il a dit, pour les besoins de respirer, ça fait 500 francs. Et pratiquement tout le monde achète ici un plat à 500 francs mange. Et du coup, vous voyez, c'est ce débat qu'on doit poser. Et je peux vous dire que cet événement également est un moment où même la communauté internationale a remarqué ce manque de débat, qui est aujourd'hui confronté à des défis accrus en matière de sécurité nutritionnelle. Parce que aujourd'hui, tu prends le sud, nous on a la malnutrition par défaut, mais quand tu pars au nord, c'est toujours les surpoids, les obésités, des trucs. Parce qu'on n'a pas amené ces débats en les démocratisant de manière nette, avec toutes les ramifications que cela implique dans le mouvement des populations. Il a parlé de la sédentarité. Tout le monde veut donner aujourd'hui un bon RAV4 à sa femme. Mais est-ce que, docteur, quelque part, cela n'engage pas l'État, puisque c'est l'État qui est au plus haut niveau, voilà, donc, du pays. Donc, c'est à l'État d'initier ce genre de débat ou d'inciter les gens à aller vers le débat. Je pense qu'en fait, c'est une question de modèle, de société. On est dans la transition alimentaire. Toi, tu es un chef de famille. L'État, aujourd'hui, a des documents normatifs très clairs. Une politique, une vision très claire. Mais chaque chef de ménage est un éducateur en soi. Le premier pilier de la nutrition, et je parle sous le couvert du professeur, c'est bouger. Mais qui est-ce qui fait aujourd'hui le sport dans ces pays? Chacun est sédentaire, tout le monde est devant ça. Du coup, les maladies chroniques vont nous coûter au moins 5 fois plus cher que ce qu'on a dans la maladie. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un diabète, qui a le surpoids, qui a un diabète, on t'évacue 2 à 3 fois en Tunisie. Mais finalement, tu vas vendre ta seule et unique maison. Voici le constat qui nous risque. De fait, pour moi, c'est là où on doit responsabiliser chaque acteur. Bien sûr, l'État doit se donner les moyens d'engager ces débats. Mais ce débat aussi est familial parce qu'on va parler des questions des femmes. Même la gestion des nutriments au sein de... Parce que le chef de famille, lui, prend la meilleure partie des nutriments, alors que la femme qui prépare, qui est même le devenir de la famille, n'a pas les bons nutriments. Parce que c'est tout ceci, c'est la gouvernance nutritionnelle au sein des ménages qui doit changer, et pour que nous puissions aujourd'hui avoir une communauté d'hommes qui vont agresser l'intelligentsia de demain pour que nous puissions donner la valeur à ce que nous avons comme ressources. Moi, je trouve que chaque acteur, chaque personne, en particulier vous les communicateurs, essayez de ramener ces débats partout là où on est. Même les religieux, tout le monde. Par exemple, quand tu prends l'allaitement maternel, mais il n'est pas contradictoire dans le Coran de faire la promotion de l'allaitement exclusif. Je ne pense pas. De fait,
Et quand un enfant n'a pas ça, on lui donne des décoctions, on lui donne tout, il va continuer à faire les diarrhées, il va être mandé, et du coup, il va rentrer dans le cycle transgénérationnel de la pauvreté. C'est là où je trouve que ce débat, ces trucs a besoin des champions dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement les universitaires, ce n'est pas seulement nous, l'État, ce n'est pas, mais au sein de la communauté et surtout au sein de la jeunesse, parce que c'est eux qui sont l'avenir. Voici pourquoi je dis que l'État fera sa part, mais je suis sûr et certain que ce débat doit être un débat de tous les jours et de tous les moments, et que même au sein de ces structures, je vous donne encore une autre, aussi au sein de leur thème, si aujourd'hui on avait une cantine sécurisée avec des compétences pour nous nourrir, je pense que vous serez les plus performants parce que la qualité nutritionnelle fera que votre qualité de production sera mieux que ce que vous faisiez aujourd'hui. Parce que la nutrition, qualité de ces questions, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu as moins d'argent, mais c'est juste ce dont tu en as besoin qu'on doit te donner. En tant que personne qui réfléchit beaucoup sur des questions stratégiques, vous devez avoir aussi des éléments conséquents pour mieux nourrir vos neurones. C'est ce que je voulais dire. Merci. Alors, on reste avec vous. Quels sont les défis liés à l'amélioration de la qualité nutritionnelle? Bon, les défis liés aujourd'hui pour faire l'amélioration de la qualité nutritionnelle, c'est toute une chaîne de valeur. Parce que, comme les Blancs le disent, c'est de la fourche à la fourchette, mais nous on dit c'est du chat à l'assiette. Parce que c'est toute cette dimension. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit cultiver du riz simple ou bien du riz biofortifié? Parce qu'en mettant du riz biofortifié qui est riche en fer, nous allons diminuer significativement l'anémie. Mais ce riz biofortifié, s'il est trop cuit, il va perdre toute sa qualité. Et ce riz, même s'il est bien cuit et qu'il arrive dans un milieu sale, il sera source de maladies. Tu vois, c'est toute cette chaîne de valeur qui fait que de la nutrition, c'est le contrôle jusqu'à finir. C'est cette dimension qualité de la nutrition que les gens n'apprécient pas et que les gens ne veulent pas mettre en œuvre. Du coup, chacun compte en matière de nutrition. Il n'y a personne qui doit être mis de côté. Et quand tu prends notre société, les femmes ont un rôle fondamentalement à jouer. Même comment préparer les riz. Quand on quitte ici, on part en Europe, quand ils nous donnent des riz, les gens vont dire que la riz n'est pas cuite. Mais une riz cuite n'a plus de valeur nutritive. Voici des questions qui sont là, qu'il faut qu'on essaie de voir comment nous pouvons avoir des gens qui peuvent travailler mieux dans ce sens. Merci. Voilà. Rappelons que ce numéro de débat fait le point de la problématique de nutrition, une initiative de l'ONG Action contre la faim dans le cadre de ces différents programmes contre la faim en faveur de la nutrition, de la sécurité alimentaire, du plaidoyer et du genre. Maintenant, nous allons voir les efforts des différentes couches pour l'amélioration de la situation. Docteur Amadou Tila Kébé, quelles sont les initiatives développées par Action contre la faim en vue de contribuer à l'amélioration de la qualité nutritionnelle au Mali? Alors, merci. En fait, Action contre la faim, d'abord, nous sommes une ONG qui a duré au Mali. Depuis 1996, Action contre la faim mène des actions sur tout le territoire. Initialement, c'était plutôt le nord, la région de Gao, puis progressivement Caille, un certain nombre de régions actuellement. Mais il y a plusieurs initiatives. Nous intervenons un peu, comme je l'ai dit tout de suite, sur deux grands axes stratégiques. Pour nous, le premier, c'est d'abord notre axe stratégique premier, c'est sauver des vies. Dans sauver des vies, on met beaucoup d'aspects, notamment tout ce qui est traitement de la malnutrition ou faciliter l'accès aux denrées alimentaires pour les ménages. Tout de suite, Dr Djibril a parlé des filets sociaux. Nous faisons tous ces aspects-là, la distribution alimentaire et un certain nombre d'éléments. Mais ça, c'est des solutions, on va dire, qui sont ponctuelles parce qu'il y a une conjoncture, il y a une situation qu'il faut gérer. Le pli le plus important, c'est le pli résilience. Comment les communautés peuvent devenir plus résilientes par rapport aux chocs, que ce soit les crises, les guerres ou autres aspects, ou même les chocs climatiques. Et pour ça, nous intervenons dans l'autonomisation des femmes, mais aussi dans la facilité par rapport à la production. C'est dans ce cadre-là qu'on a développé dans le cadre du projet GAC, le projet financé par Global Affairs Canada dans la région de Caille, dans les régions de Caille et de Sikasso, ces aspects de maraîchage, d'agriculture pour faciliter un peu la production.
parce qu'il faut d'abord cette disponibilité et faire en sorte que les produits disponibles soient des produits à haute valeur nutritive. Voilà notre première initiative, mais nous ne sommes pas arrêtés ici parce que la disponibilité, en général, au Mali, elle est ponctuelle. Chaque produit, on a une certaine période de disponibilité. Mais Action contre la faim, nous travaillons avec des organisations de la société civile, notamment Coversa, par exemple, à Sikasso, où nous essayons de pouvoir transformer les produits issus du maraîchage, par exemple, par les femmes. Et ces produits sont transformés sous des formes qui peuvent être conservées, qui peuvent conserver un peu les valeurs nutritives des aliments pendant une longue période. Et c'est là aussi, c'est important parce que ça rentre dans la disponibilité permanente, qui est un aspect de la sécurité alimentaire qui a été décrit ici. Donc ça, c'est d'autres initiatives, mais la plus grosse action que nous menons aussi, c'est par rapport à la consommation. C'est bien de produire, c'est bien de disponibiliser, mais il faut pouvoir amener les gens à consommer ce qui est disponible. Et ça, c'est le travail qu'on mène de manière transversale sur la plupart de nos projets, faire en sorte que nos communautés puissent reconnaître les valeurs nutritives des produits qu'eux-mêmes ils produisent, puissent les combiner de sorte à avoir des aliments qui ont une bonne valeur nutritive pour les enfants, dans le cadre de la prévention de la malnutrition, mais aussi pour les femmes enceintes et pour les femmes allaitantes, pour favoriser le développement de la femme en tant que telle, mais aussi des enfants. Voilà un peu cette articulation que nous essayons de donner à nos initiatives. Pour cela, il y a plusieurs types de projets. Nous sommes dans des cadres multisectoriels. Action contre la faim mène ces dernières années rarement des projets sur un seul volet ou un seul secteur. C'est plutôt des projets multisectoriels qui font un peu la jonction entre la nutrition, la santé, tout ce qui est eau, hygiène, assainissement, mais aussi des aspects un peu transversaux, notamment le genre, voilà, ou des aspects d'autonomisation des femmes. Je donne un exemple sur le GAC, par exemple. Nous avons pu, avec les partenaires locaux, avoir accès à de la terre pour les femmes. C'est un débat qu'on a eu sur des années, mais aujourd'hui, sur ce projet-là, les autorités coutumières, les autorités administratives ont décidé de céder des terres aux femmes, et ces femmes ont ces terres en leur nom, elles les utilisent pour produire, et nous mettons en place des activités génératrices de revenus à côté pour pouvoir faire la transformation, vendre, et ces revenus aussi sont utilisés soit dans la santé ou pour la sécurité alimentaire du ménage, autrement qui n'est pas l'utilisation directe des aliments issus de la production. Alors, professeur Akouri, c'est l'un des combats du réseau, le Rimamout. Quels sont vos domaines d'intervention par rapport à cette problématique? Merci. Je crois que je vais un peu revenir sur la question précédente pour dire que franchement, il aurait été utile et urgent, ce qui fait qu'il y a toujours une dissonance entre la pratique et ce qui doit être fait. C'est parce que le plus souvent, les structures des différents départements en charge de la nutrition, que ce soit le développement rural, la santé, etc., n'impliquent pas convenablement les universitaires. S'il y a cette implication des universitaires, toutes ces questions-là pourraient être étudiées, ça va faire l'objet de projets de recherche, etc., et c'est important. Et souvent, ils ne sont même pas au courant de certaines activités qui sont menées au niveau de différents secteurs, de différents départements. Maintenant, pour revenir à la question, le réseau malien de nutrition a été créé, je crois, depuis 2004. Son objectif, effectivement, à l'époque d'ailleurs, nous avons mis en place une revue qu'on appelle les échos du CICINAS, c'est-à-dire le système de suivi des interventions en alimentation, nutrition et statistique, qui avait un volet de vulgarisation, c'est-à-dire pour les populations, où on devait parler de bonnes pratiques et puis effectivement des pratiques qu'il fallait améliorer, et puis aussi des success stories, c'est-à-dire les bonnes pratiques pour que les gens puissent les dupliquer. Donc le rôle, c'est pour appuyer effectivement aux côtés des services publics, que ce soit universitaire ou pas, et ce réseau comprend d'ailleurs tous les secteurs qui s'intéressent à la nutrition, que ce soit les agents de la santé, les agents de développement rural, les communicateurs. Nous avons des communicatrices là-dedans,
et puis tous les secteurs de développement pour mobiliser en faveur d'un plaidoyer efficace pour, vraiment reconnaître que la nutrition c'est une préoccupation majeure que les autorités doivent prendre en compte. Deuxièmement, nous avons travaillé et mobilisé pour que, effectivement, qu'il y ait des fonds dédiés à la nutrition, afin qu'on puisse effectivement, et je pense que là, il y a eu même des rencontres un moment en collaboration avec la division du suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle en son temps, qui était logée au niveau de la CPS Santé, rencontrer les députés pour essayer effectivement de nous aider à faire émerger la nutrition en quelque sorte. Parce que j'ai dit que la nutrition, c'est vraiment le parent pauvre de tous les secteurs. Parce que les gens ramènent la nutrition au fait la sécurité alimentaire, au fait de manger. Or, il faut dire que le Mali est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest, je dis bien, qui dispose d'une table de composition des aliments, dans laquelle vous avez la valeur nutritive de tous les aliments. Vous prenez le sorgho, on va vous dire qu'est-ce que ça contient en termes de nutriments, macronutriments, qu'est-ce que ça apporte à l'organisme. Ça, c'est un travail qui a été fait en 2002 avec l'Université d'Oslo, qui a appuyé à l'époque l'Institut national de recherche en santé publique. Donc, nous avons des éléments pour pouvoir effectivement faire avancer la nutrition. Ça veut dire que le potentiel est là. Le potentiel est là, les énergies sont là, et un des points faibles de notre pays à l'époque, c'est le manque de compétences dans le domaine de la nutrition. Aujourd'hui, nous avons ouvert un master de nutrition. On a formé plus d'une centaine de nutritionnistes qui sont un peu partout. Mais malheureusement, ils ne sont souvent pas utilisés dans leur domaine spécifique, y compris au sein de la fonction publique. Vous allez voir un nutritionniste qui s'occupe du système d'information sanitaire. Alors qu'il y a dans les structures de prise en charge, vous allez trouver qu'il y a un nutritionniste qui est là, mais les structures de prise en charge de la malnutrition, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait que chacun, en fonction de son domaine de compétences, qu'on puisse lui permettre effectivement d'exercer cela. Ça, c'est le rôle effectivement du réseau malien de nutrition, de rappeler toujours aux autorités effectivement la place de la nutrition et faire un plaidoyer extrêmement efficace dans ces domaines-là. C'est avec l'appui, le soutien en tout cas du réseau malien de nutrition qu'avec une ONG italienne, Data Analysis Support Center, qui a appuyé à l'époque le ministère de la Santé, la DESAN, la division du suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, la cellule remplace cette cellule, alors que ça existait déjà. C'est pourquoi au Mali, on fait des choses, après, on les supprime et on revient. La cellule de nutrition, elle existait depuis 2004. C'était la division du suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle qui avait un rôle intrasectoriel et intersectoriel, exactement comme la cellule aujourd'hui. Ça a été supprimé, c'est des humeurs d'individus. Et puis bon, et voilà. Et ça, ce partenaire-là, avec qui nous avons travaillé en appuyant la DSN à l'époque, on a créé un fonds documentaire sur la nutrition. Ce fonds documentaire veut toutes les publications dans le domaine de la nutrition et dans différents pays, avec un logiciel où vous cliquez, vous regardez Gao, vous allez voir quelle est la situation de la malnutrition cartographiée dans la région de Gao, quelles sont les carences, etc., les autres formes de malnutrition, carences en vitamines, etc. Ce fonds documentaire qui était hébergé effectivement dans un serveur à l'époque au niveau de la CPS, ça aussi, ça a été supprimé. Et là, avec la cellule, j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on revienne à cela. Et récemment, Roy Touro et l'OMS, nous avons réalisé une étude pour eux pour faire l'inventaire de toutes les publications scientifiques dans le domaine de l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la nutrition. Ce fonds documentaire, elle existe. C'est en 2022, tout près. Et donc là aussi, c'est un élément qui va être jeté, en tout cas dans ce fonds documentaire, pour que les universitaires, les étudiants qui font leur thèse, au lieu de passer entre les services, vous venez, vous cliquez, vous cherchez l'information que vous cherchez. Et ça permet aussi aux décideurs, à l'Assemblée, à tout, de voir quelles sont les questions de nutrition et quel est l'intérêt, en tout cas, d'appuyer et de soutenir la nutrition. Je l'ai dit, je me répète, il n'y a pas de développement possible dans un pays si les questions de nutrition ne sont pas
résolue. Et pourtant, les projets de nutrition ne sont pas coûteux. Les rapports coût sur investissement est presque insignifiant, contrairement aux autres. Donc il suffit d'un peu d'engagement, de cohésion, d'intersectorialité pour que nous puissions gagner la bataille de la lutte contre la malnutrition dans notre pays. Mais, professeur, vous avez évoqué beaucoup de choses sur ce plateau. Est-ce que les autorités sont au courant? Vous travaillez en symbiose avec les décideurs? Et je vous dis qu'il y avait la division du suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle avec laquelle tout ce travail a été fait. Ce fonds documentaire, d'ailleurs celui qui gérait le fonds documentaire aujourd'hui, Amadou Fofana, il est au ministère du Développement rural. On a récupéré ces éléments que lorsqu'on faisait cette étude, mais on a dit qu'il faut revoir ça. Nous avons vu l'Assemblée, les députés. Aujourd'hui, la dernière fois, je pense qu'il y a un député même, je crois que c'est un pharmacien, effectivement, qui est en tout cas au sein de l'Assemblée, qu'on a désigné comme étant celui qui devait soutenir les questions de nutrition. J'ai dit c'est un problème où il faudrait à un moment, quand vous dites débat, c'est là où il faut faire un grand débat. Il y a eu le droit à l'alimentation adéquate. Cet atelier que nous avons fait en 2002 au Mali, avec le financement de l'Université d'Oslo, effectivement, où on a rétréci cette question de sécurité alimentaire, de sécurité nutritionnelle, où il fallait, à ce moment, on avait dit qu'il fallait rehausser le niveau d'ancrage institutionnel de la nutrition. Et lorsqu'on écrivait la politique de nutrition sous la transition, on avait dit que l'ancrage c'était la primature. Et après, effectivement, on nous a ramené la copie pour lui de ramener au ministère de la Santé. Parce que lorsque on faisait le travail au niveau du Conseil des secrétaires généraux, c'est que les lois passent devant les secrétaires généraux avant de passer en Conseil des ministres, il y a le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, effectivement, qui avait dit que la nutrition, c'est une question de la santé. Donc, beaucoup de gens pensent que la nutrition doit être gérée par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est à la fin de la chaîne. Ce sont les enfants ou les personnes qui sont malnutries qu'il faut prendre en charge. Et c'est là où le ministère intervient. Alors qu'il faut agir en amont. Les questions de prévention, les questions de disponibilité alimentaire, les questions de route pour... Il a parlé de la chaîne alimentaire. C'est extrêmement important, la chaîne de valeur. Depuis le début jusqu'à la fin, il faudrait assurer les transports, il faut assurer un bon stockage, un bon entreposage, une bonne commercialisation, etc. Donc tout ça là, il faudrait qu'il y ait une cohésion d'ensemble, que les différents départements se mettent ensemble. Et là, peut-être nous en appelons, peut-être la cellule va susciter vraiment, comme on parle de débat, susciter un débat entre les universitaires, les différents secteurs, parce qu'il n'y a aucun secteur qui ne soit pas impliqué dans la nutrition. Même le ministère de la Défense. Communication. Un secteur transversal. La communication, lorsqu'on faisait comment on appelle, le Conseil national de nutrition, il y a une de vos collègues là, quand on avait présenté ça, elle s'est rendue compte, ah bon, eh bien nous on fait partie. Après elle est venue à une réunion, après on ne l'a plus vue. Je ne dirais pas laquelle. Donc c'est pour dire que tous les départements sont impliqués. Donc il faudrait un bon chef d'orchestre qui puisse dire à chacun quel doit être. Prenons l'exemple du Niger. Quand même, nous devons prendre l'exemple du Niger, le troisième. Le président de la République, à l'époque, pour l'arbitrage budgétaire, tous les ministres passent devant lui. Si dans ton programme, il n'y a pas de question de nutrition, ton programme est rejeté. Et pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Nous sommes un pays sahélien. Les questions de nutrition sont... On va voir le côté de l'État, docteur Bagayoko. Je vais remercier d'abord tous les parties prenantes qui ont fait ce travail avant nous et qui continuent à le faire. Et je les remercie parce qu'en matière de nutrition, tout le monde compte. Et nous nous trouvons à un moment critique pour réduire réellement la malnutrition sous toutes ses formes. Parce qu'il a dit, on a les savoirs, on a les trucs. Et au Mali, en Afrique, la malnutrition est au cœur du bien-être de nos problèmes. Moi, je peux dire même qu'il n'y a pas de problème au Mali où il n'y a pas une question de nutrition. Et son amélioration est donc souvent un élément clé à la solution. C'est-à-dire, quand on améliore comme le professeur, je suis dans... Malgré les défis acquis que nous sommes tous confrontés aujourd'hui, je suis optimiste. Moi, je suis optimiste parce que le travail que mes aînés ont abattu, tel que la courrier, ce que mes partenaires sont en train de faire,
car nous avons la communauté avec nous. Parce qu'aujourd'hui, même le monde s'est réveillé avec cette question de nutrition. Du fait, à travers les réseaux de mouvements sont avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme cible de l'OMS en 2025, les ODE aujourd'hui, les engagements de Trump. Et le Mali a aujourd'hui plus. Le Mali a sa politique nationale. Ils ont un plan d'action multisectoriel. Ils ont aujourd'hui une guide d'analyse de l'intégration de la nutrition dans les programmes de développement économique. Est-ce que cette politique nationale est réellement activée? Bon, je peux dire que pour moi, ça n'engage que moi. Si sans cette vision multisectorielle, la crise qui impacte aujourd'hui au Mali, on allait être comme la RDC ou un autre pays que je ne vais pas citer, dont les taux de malnutrition chronique se trouvent jusqu'à 73%. Du fait, les résultats que vous voyez, malgré les crises, remercier tout le monde, je l'ai dit ici dans un passé, que tout le monde a bien travaillé. Il a si bien dit, le Mali fait partie des rares pays dont on a la table de composition des aliments. Le Mali a la diversité alimentaire la plus. Et cette crise qu'on vit, si chacun n'avait pas mis des siens, les taux qu'on va aller voir, ça allait être à 30% comme Ménaka. De fait, mettons-nous et remercions tout le monde. Et aujourd'hui, l'outil d'auto-évaluation, la décentralisation avec les 21 compétences transférées est l'une des plus grandes opportunités pour responsabiliser chaque acteur au niveau des trucs. De fait, nous avons les plateformes, comme je l'ai dit, il faut que tout le monde compte. Nous avons le pouvoir de relever. Moi, je suis convaincu que nous avons le pouvoir de relever. Et cette conjoncture peut être un élément galvanisateur pour atteindre nos objectifs. Parce que c'est dans des moments difficiles comme ça que la nutrition fait valoir tous ses potentiels transformatrices. Moi, je m'associe à tous ces mouvements que ACF vient de créer. Faire un débat. L'autre jour, ils étaient avec les parlementaires. On est avec tous les secrétaires généraux de ces pays. Malgré tout, on a aussi un comité technique intérieur qui regroupe tous les départements ministériels. C'est fait, moi, j'ai foi. Alors, Dr Kébé, c'est à quel niveau l'accompagnement des partenaires? L'accompagnement des partenaires, nous, comme Remanit et beaucoup d'autres, nous sommes des organisations de la société civile. Nous avons des bailleurs qui sont des bailleurs de l'État malien général. Action contre la faim, comme beaucoup d'autres partenaires humanitaires ou qui sont dans le développement, c'est les bailleurs traditionnels qu'on connaît, l'USAID, les agences des Nations Unies, mais aussi il y a des particuliers dans les pays dans lesquels nous sommes. Action contre la faim au Mali, c'est Action contre la faim Espagne, il y a beaucoup de bailleurs à ce niveau-là. Mais les autres, en réalité, tout ce que nous sommes en train de faire en tant qu'ONG internationale, nous le faisons avec des ONG nationales, dans le cadre de la localisation et du renforcement de capacité de ces ONG-là, parce qu'on sait qu'on n'a pas vocation peut-être à demeurer éternellement ici. C'est plutôt la société civile malienne qui doit après porter tous ces combats-là. Et cela, nous, avec l'expertise que Action contre la faim a dans le monde depuis plus de 30 ans sur la lutte contre la malnutrition, nous travaillons beaucoup actuellement avec les ONG locales, mais aussi avec les structures de la société civile adossées aux différents ministères. Je donne l'exemple de la FENASCOM, la FENASCOM, la Fédération nationale des associations de santé communautaire, avec lesquelles nous menons des projets et des activités pour leur renforcement, et nous partageons en fait ces financements avec ces organisations de la société civile que nous appuyons. Donc ça, c'est un peu ce que nous essayons de faire, mais sur le plan global, on sait que les bailleurs de fonds, cette année, il y a une diminution de la masse de financement par rapport au Mali, mais ce n'est pas que le Mali seulement, c'est une diminution un peu au niveau mondial. Il y a moins de fonds débloqués par rapport aux crises, mais l'autre aspect, c'est qu'en plus d'avoir moins de fonds, il y a beaucoup plus de crises encore. Le Mali n'est pas le seul pays en crise. Voilà. Malheureusement, heureusement, mais on n'est pas le seul pays en crise. Au Sahel, quasiment tous nos voisins vivent la même situation que nous. Sur d'autres cieux, il y a ces problèmes. Donc, c'est difficile de mobiliser les financements, mais ce que nous mobilisons, nous essayons de travailler à renforcer les acteurs communautaires, les acteurs de la société civile pour pouvoir arriver aux objectifs que nous nous fixons pour chaque projet. D'accord. Alors, professeur Akouri, vous êtes en quelque sorte société civile. Comment vous trouvez l'apport des partenaires?
Bon, il faut dire que la nutrition a toujours bénéficié de l'apport des partenaires. Parce que déjà, j'ai dit, cette table de composition des aliments, donc ça coûte excessivement cher de faire une table de composition. Excessivement cher parce que tous les aliments, il faut les analyser, voir quel est leur composé, les quantifier. Excessivement cher, c'est un partenariat qui a permis au Mali de disposer de cette table. Et puis il y a tous les autres partenaires, ACF, MSF en son temps. Et il y a les ONG aussi maliennes. L'OMS, moi je sais qu'il intervient dans plusieurs structures. J'ai déjà formé pas mal de nutritionnistes pour les interventions sur le terrain pour le compte de l'OMS. Donc il y a beaucoup d'autres partenaires qui interviennent. Donc la collaboration, et c'est ce qui est extrêmement important, à savoir la nutrition, ne peut pas être seulement gérée uniquement par le seul ministère. C'est-à-dire, je vais dire, par le gouvernement, quel que soit le ministère en question. Il faut effectivement qu'il y ait des autres partenaires qui appuient. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes un pays en voie de développement avec des ressources limitées et il y a tellement d'urgences dans chaque domaine. Aujourd'hui, on parle de nutrition, mais demain, vous allez parler d'un autre domaine, il va vous dire que lui, il est prioritaire. Donc, les ressources de l'État ne peuvent pas suffire de façon satisfaisante à tous les secteurs. C'est pourquoi la contribution, en tout cas des partenaires, est tout à fait sollicitée et reste toujours la bienvenue. Alors, docteur Kébé, quelles solutions pratiques et réalistes proposez-vous pour une amélioration des indicateurs de la nutrition à travers une complémentarité des acteurs? La complémentarité des acteurs, pour nous, c'est l'élément le plus important parce qu'on vient de le dire tout de suite. La malnutrition, les causes sont... Il y a plusieurs causes en fait. Et puis c'est un problème multisectoriel. Et là, la cellule doit adosser son rôle de coordonnateur de toutes les actions parce qu'au-delà des indicateurs que nous voyons directement, le taux de malnutrition, il y a plusieurs autres indicateurs qui ont un impact direct sur la situation nutritionnelle. Et c'est là il faudra que l'ensemble des partenaires que nous sommes, on puisse continuer à travailler. Il y a déjà un certain nombre d'outils de coordination, notamment les différents clusters, notamment l'intercluster, ça c'est pour les différentes ONG, mais il y a aussi les groupes thématiques que nous menons pour des questions plus spécifiques, mais la cellule et l'État doivent prendre leurs responsabilités, comme ils l'ont fait déjà par rapport à ces activités, faire en sorte qu'on ait une convergence dans les activités, une convergence pour avoir ces objectifs-là. Donc c'est comme ça que nous pouvons le faire. Maintenant, sur le plan pratique, les ONG, nous sommes dans une logique de, comme je l'ai dit, de localisation, c'est-à-dire de travailler avec les ONG locales, mais au-delà, tout ce que nous faisons, c'est sous couvert des structures étatiques. Et cela, c'est par rapport à cette gestion-là, je pense que nous allons pouvoir avoir avec le leadership de la cellule et des autres unités de coordination des structures pouvant aller sur l'ensemble des causes de la malnutrition et avoir des efforts communs pour pouvoir atteindre les résultats. D'accord, on s'achemine vers la fin de ce débat, mais avant, nous allons faire un dernier tour de table. On va commencer avec vous, Dr Kébé, Action contre la faim. Comment vous voyez les perspectives? Alors, les perspectives, je suis autant optimiste que Dr Bagayogo. En fait, il y a de la ressource. Alhamdoulilah, nous faisons partie des jeunes que les professeurs ont formés par rapport à la nutrition. Nous ne sommes pas seuls, il y a une centaine, peut-être 200. Il y a certes des défis. Peut-être les défis, c'est peut-être apporter plus d'éducation nutritionnelle dans nos curricula de formation, peut-être même à l'école, je dirais à l'école fondamentale, pour que nous ayons des jeunes qui, dès le bas âge, dès l'école primaire ou l'école fondamentale, puissent avoir cette idée de la nutrition et de sa spécificité dès le bas âge. C'est des défis sur lesquels moi je pense qu'on peut travailler, mais les perspectives pour moi c'est toutes les actions et toutes les collaborations qu'on a et les financements qu'on a, on arrive à le faire, on arrive à travailler, on arrive à avoir accès à un certain nombre de populations, on arrive à développer des idées. Et voilà, en continuant à travailler ensemble, je pense qu'on peut arriver à avoir des résultats clairs, mais il y a des défis et aucun défi n'est insurmontable.
Voilà, en tout cas, on le souhaite vivement. Professeur, le défi est encore énorme. Un appel? Oui, tout à fait. Les défis sont énormes, mais pourtant sont à la portée du peuple malien et des gouvernements maliens. Pour moi, pour relever les défis, la première des choses, c'est faire en sorte que cette multisectoralité s'exprime véritablement. Parce que seul le secteur de la santé ne peut absolument rien faire, il est en fin de ligne. Il faut que le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère de Communication, tous les ministères. Donc, et là, il faut relever un certain nombre de défis, les défis d'ordre institutionnel que je dirais, résoudre définitivement ce problème d'ancrage institutionnel de la nutrition. Je vois qu'il y a un commissaire à la sécurité alimentaire qui est rattaché à la présidence. Pourquoi on ne fera pas un commissaire à la sécurité alimentaire et nutritionnelle où la cellule serait effectivement sous la coupe de la présidence de la République ou de façon opérationnelle la primature. Ça va donner, j'allais dire, la vision pour que, en ce moment, ça va montrer que le pays a vraiment une vision extrêmement importante pour pouvoir résoudre les questions de nutrition. Parce que tant que les gens ne seront pas, et y compris les gouvernants, les autorités, quand on faisait le Conseil national de nutrition, on a souhaité que tous les ministres, parce que tous les ministres devaient être là, on n'a pu avoir que 2. Parce qu'il faut qu'ils soient conscients, parce que les gens ne voient que la sécurité alimentaire, ils ne voient pas les autres questions. Or, ce n'est, comme je l'ai dit, c'est le premier pilier. Vous arpentez des escaliers, la sécurité alimentaire, ce n'est que le premier pilier. Le reste est à faire. Donc ça, c'est un élément. Donc, pour moi, le premier défi, c'est lever le problème, n'est-ce pas, institutionnel. D'accord. Ancrage institutionnel. Les défis aussi, j'allais dire, socio-économiques, parce que sur le plan économique, n'oublions pas qu'il y a quelque chose d'antinomique avec la nutrition. Comment on appelle ? La nutrition, elle voudrait qu'il y ait des élevages, une agriculture à petite échelle. C'est ça qui peut réduire la malnutrition. Que chaque ménage puisse avoir son petit bétail, sa production pour son autosuffisance, c'est là qu'on résout les questions. Mais vous faites les grands agropoles qui vont profiter avec des super profits. Sur le plan économique, peut-être c'est ça, mais pour la nutrition, c'est l'élevage, l'économie vraiment à l'échelle du ménage. D'accord. Mais je sais que ça va être difficile parce que... mais en réalité, si on veut résoudre les questions de nutrition, il faut passer par là. On peut avoir ces gros agropoles, mais financer aussi pour les différents ménages, leurs petits élevages qui soient autosuffisants. S'il n'y a pas d'autosuffisance au niveau du ménage, mais ça pose un problème. Okay. Merci en tout cas pour ces éclairages. Docteur Bagayogo, pour boucler, les regards sont toujours tournés vers l'État. Bien, moi je dis que je vais commencer par remercier tous les acteurs, ici, y compris vous. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs le résultat qu'on a avec un pays en crise. Je peux vous dire qu'on doit saluer sur tout le monde. Bien que des progrès ont été réalisés pour contrer toutes ces formes de malnutrition, il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer la malnutrition. Ça, je suis convaincu. Il nous faut pour cela un leadership depuis le niveau ménage. Comme le professeur vient de dire, ça commence au niveau ménage. Au niveau des collectivités décentralisées, déconcentrées. Au niveau de l'État, pour faire de la nutrition une priorité de l'engagement politique et financier. Des investissements à grande échelle, surtout en faveur des moyens d'existence des plus pauvres. Je vous donne un constat. Ça fait beaucoup d'États qu'on ne finance pas la soudure agricole. La soudure pastorale, on le finance avec la vaccination. Soutenu par les budgets nationaux, cela veut dire qu'on a besoin de financements sûrs et durs et de fonds externes qui pourront être apportés, ainsi que des mesures bien coordonnées, je dis bien coordonnées, depuis les ménages Croxal, Clossas, C-Croxal, jusqu'au niveau central, parce que c'est tout ça qui conditionne la gestion de ce savoir pour eux. Et moi, je vous dis encore merci à vous tous, parce que j'ai confiance, comme le professeur l'a dit. C'est un défi, mais ce n'est pas au-dessus de notre capacité. On est un pays résilient, on a beaucoup de forces face au choc. Et je peux vous dire que c'est cette capacité de résilience qui a permis de maintenir ce niveau
que je ne voulais pas voir, mais que j'apprécie parce que c'est suite à des efforts soutenus de l'État, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, du secteur privé, parce qu'il y a beaucoup d'autres produits qui commencent à sortir maintenant, et même des universitaires, parce qu'ils viennent de l'été. Et sur ce, moi, au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Homme, je remercie tous ces acteurs. Leur leadership, leur engagement, leur dévouement me feront que encore plus d'engagement sûr pour inverser cette tendance. Et ce n'est pas merci. D'accord, voilà, c'est sur ces notes d'espoir que se referment ces débats qui portaient sur la qualité nutritionnelle au Mali, un débat initié par l'ONG Action contre la faim en faveur de la sécurité alimentaire, du plaidoyer et du genre. Nos invités étaient professeur Akori Aga-Iknan, président du réseau malien de nutrition, Dr Djibril Bagayogo, chef de la cellule de coordination de la nutrition, et Dr Amadou Tilakebe, coordinateur adjoint santé nutrition action contre la faim. En tout cas, merci pour votre présence pour ces débats et merci à vous, chers téléspectateurs de l'URTM. Merci aussi à Sira Bachili pour son assistance et merci également à Jakari Diakoni Diaki pour la réalisation et l'ensemble de l'équipe de production. Et passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de votre télévision nationale ORTM 1.